rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, là aussi comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et elle est aussi coordonnée par Camille Bloomberg. L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe. Où allons-nous ? Où allons-nous quand le juge, tout en déclarant qu'il ne veut pas censurer la loi, s'arroge le droit de la rendre inopposable ou inapplicable ? La République, ce n'est pas une justice aux ordres, mais la République, ce n'est pas non plus le gouvernement des juges, a fortiori quand il s'agit de juges européens qui font parler l'esprit des traités. Faut-il accélérer la soumission de la France à la Cour européenne des droits de l'homme ? Je ne le crois pas. Ma conviction est que nous n'avons pas besoin de cette Cour pour respecter les droits de l'homme tout en respectant le droit de l'État à sauvegarder l'intérêt général. L'Europe. Aujourd'hui, vous avez entendu deux extraits à l'Assemblée nationale. Le premier de Philippe Séguin, à l'époque membre du parti du RPR, le 5 mai 1992. Et puis le député Les Républicains, Guillaume Larrivé, le 15 février 2018. Vincent, expliquez-nous quelle est l'idée reçue du jour. Bien, l'idée reçue, Tania, c'est que les juges européens auraient un tel pouvoir que cela porterait atteinte à l'intérêt national de la France. On parle alors de gouvernement des juges. Et d'où vient cette légende européenne ? Elle vient surtout de la droite conservatrice. On a entendu Philippe Séguin et Guillaume Larrivé. On pourrait citer aussi l'extrême droite qui ne rate pas une occasion de fustiger ces juges non élus et donc non démocratiques. Et pourquoi cette idée reçue plaît-elle ? Bien, ça dépend de quel juge européen on parle, Tadia. Parce que si on parle des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui dérange, c'est, disons-le tout net, la défense même des libertés. Qu'il s'agisse de terrorisme, d'immigration, d'adoption pour les couples de même sexe, etc. Si on parle plutôt de l'autre Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est plus complexe. Car d'une part, nombreux sont ceux qui confondent déjà un Cour européenne des droits de l'homme et Cour de justice de l'Union européenne. Et aux surligneurs, on a souvent surligné des politiques qui faisaient ce genre d'erreur. Mais d'autre part, quand on parle de l'Union européenne, beaucoup ne distinguent pas vraiment les différentes institutions qui la composent. L'Union, c'est un tout, c'est Bruxelles, sans subtilité aucune. Et dans ce schéma, se plaindre du gouvernement des juges de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne, revient à se plaindre de Bruxelles. La Cour de justice n'est donc qu'un prétexte. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien, c'est plutôt faux, mais on peut en débattre, et d'ailleurs, pour en discuter, nous recevrons tout à l'heure Laure Clément-Vils, professeure de droit européen à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste de la Cour de justice de l'Union européenne, sur lequel d'ailleurs elle vient de sortir un livre. L'Europe. Alors on peut parler véritablement de l'invention de l'expression de gouvernement des juges en français. C'est une thèse en 1921 rédigée, soutenue par Édouard Lambert, mais c'était une thèse à propos des États-Unis. Dans son livre, Édouard Lambert critique une justice américaine qui s'intéresse trop aux droits civiques dès la fin du XIXe siècle. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les droits de l'homme en fait. Pour lui, la justice ne peut que s'occuper des questions institutionnelles et pas du tout les droits de l'homme. Au-delà, elle empiéterait sur les pouvoirs législatifs et exécutifs pour voir qu'elle contraindrait alors beaucoup trop. Cette appellation de gouvernement du juge eut un succès immédiat en France où on garde le souvenir d'un pouvoir judiciaire d'ancien régime qui s'opposait au pouvoir du roi, la Révolution française et les régimes qui s'en suivront, de l'Empire à la République, essaieront autant que possible de diminuer l'importance de ce pouvoir encombrant qui gêne l'action du gouvernement. En France, c'est vrai qu'on aime reprendre la formule de Montesquieu pour qui le juge n'est que la bouche de la loi. Son pouvoir, expliquait-il, est pour ainsi dire nul.
La peur du juge puissant se lit encore aujourd'hui. Il n'y a qu'à écouter Éric Zemmour sur le plateau de Face à l'info de la journaliste Christine Kelly sur CNews. C'était le 12 janvier dernier. Les juges se sont imposés comme un pouvoir, et comme un pouvoir qui en remontre au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, alors qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Et c'est là, je voudrais finir la réponse à vos questions. Quand le procureur Molins dit... Tout à l'heure, on fera un petit tour tout à l'heure. Quand on attaque les juges, on attaque la démocratie, mais il devrait se poser des questions. Ce sont les juges qui attaquent la démocratie en ignorant la volonté du peuple. Je rappelle que les jugements sont rendus au nom du peuple français. Et en fait, ils les rendent de plus en plus au nom de leur idéologie, de leur conception des rapports dans la société, de leur idéal de justicier pour certains, ou alors de leur idéal des droits de l'homme pour d'autres. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi les réactions outrées des hommes et des femmes politiques lorsque les juges du parquet national financier osent enquêter sur l'un d'eux. Les juges que Nicolas Sarkozy avait surnommés les petits pois. Sauf qu'en Europe, le rapport au pouvoir judiciaire est tout autre. En Allemagne, qui est sans doute le modèle judiciaire qui a le plus d'influence, le juge est vu comme le gardien de l'état de droit. Alors, en continuant la métaphore de Montesquieu, on pourrait dire que du coup, ce juge, c'est la bouche et les bras de la loi ? En tout cas, en Allemagne, c'est plus que la simple bouche de la loi. Et c'est donc lui, le juge, qui protège les libertés des individus. Conception en tout point opposée à celle d'Édouard Lambert, qui déniait au juge le rôle de protecteur des droits de l'homme. Il y a d'ailleurs un lien très étroit entre les droits de l'homme et l'accusation de gouvernement des juges. Ce sont souvent ceux qui sont les plus opposés aux droits de l'homme en général, qui sont les plus prompts à dénoncer les pouvoirs démesurés, notamment ici de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il voudrait sans doute coudre la bouche aux juges de cette Cour européenne des droits de l'homme, à l'image d'ailleurs de ce qu'avait fait Piotr Pawlenski, un artiste russe et une personnalité un peu polémique. Et Tania, et ceux qui crient le plus fort d'ailleurs au gouvernement des juges sont en général aussi ceux qui veulent au plus vite détricoter la démocratie. C'est en tout cas ce que démontrent Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère dans leur livre « Le procès des droits de l'homme » avec un sous-titre évocateur « Généalogie du scepticisme démocratique ». Sur la même ligne que Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, on peut lire aussi Laurence Burgorg-Larsen, qui est professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la Cour européenne des droits de l'homme et qui vient de publier fin 2020 3 cours avec, là encore, un sous-titre évocateur « La justice qui n'allait pas de soi ». On écoute Camille Bloomberg nous lire un extrait de son ouvrage. Au milieu des années 2000, un autre phénomène transforma profondément le paysage politique. La défiance des États à l'endroit de la Cour européenne. Tantôt sourde, tantôt affichée et assumée, elle précore dans une Europe frappée par le terrorisme, la crise économique et la tragédie migratoire. Les critiques et les oppositions dépassèrent le cercle des intellectuels pour se diffuser au sein des cénacles politiques, ceux des exécutifs et des parlements. La défiance se transforma en opposition. Ce virage s'inscrivait qui plus est dans un mouvement de fond où la gangrène populiste s'implanta dans de nombreux États européens, sourds et aveugles aux demandes de justice sociale. L'Europe renoua avec ses vieux démons, ceux d'un repli nationaliste mortifère où l'autre fut stigmatisé, rejeté, criminalisé. L'Est du continent porta au pouvoir des gouvernements, en Hongrie et en Pologne, dont le nouvel étendard idéologique fut l'illibéralisme, détruisant la séparation des pouvoirs, étouffant les voix dissidentes, pourchassant les ONG libérales. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche
bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chat et que tu deviens chien, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes liens, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Nous écoutons Camille avec sa version de Que je t'aime. Aujourd'hui, on parle donc, dans Objection Votre Europe, de gouvernement des juges. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, ça ne nous explique pas si oui ou non, nous faisons face à un gouvernement des juges en Europe. Alors, la justice européenne est-elle surpuissante ? Aujourd'hui, pour en parler, et parler plus précisément de la justice de l'Union européenne, nous recevons Laure Clément-Vils, qui est professeur de droit public à l'université Paris-Est-Créteil, et qui a publié en 2020 un ouvrage remarqué sur la Cour de justice de l'Union européenne chez LGDJ, collection Système. Et puis, elle a dirigé également un ouvrage collectif sur le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne, publié chez Breuilant en 2019. Bonjour Laure, ça vous dérange pas qu'on s'appelle par nos prénoms ? Bonjour Vincent, non, ça ne me dérange pas. Très bien, alors du coup, on va essayer d'échanger un petit peu sur la question du gouvernement des juges, et notamment, j'ai une première question à vous poser. Quand on utilise le terme gouvernement des juges, est-ce que c'est pas un mot un petit peu qui induit en erreur, parce que ça fait penser, quand on parle gouvernement des juges, à un système démocratique et non à l'élection. Est-ce que c'est pas un reproche fait au fait que des juges seraient pas élus ? Alors quand on utilise le mot gouvernement des juges, même pour viser la Cour de justice de l'Union européenne, en réalité on vise surtout l'éventuel abus de pouvoir. Parce que c'est une expression qui se retrouve surtout dans la littérature francophone. Et donc, on va transposer cette expression au niveau européen pour signifier le fait que les juges européens, éventuellement, en prononçant leurs décisions, vont au-delà de leurs prérogatives. Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, ça prend une dimension supplémentaire parce qu'on ignore à peu près la manière dont ils sont sélectionnés. Et donc, peut-être, en utilisant cette expression, ça nous invite à réfléchir sur le mode de sélection. Mais de prime abord, je dirais tout de même que l'on vise surtout l'abus de pouvoir, plus que le mode de désignation. Et parce qu'on entend quand même assez souvent, on s'insurge contre ces décisions de ces juges non élus, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on pourrait envisager un jour qu'on élise des juges en Europe, ou que les juges de la Cour de justice puissent être élus ? Alors, je reprends la première partie de votre question. Encore une fois, en tout cas, si l'on part du point de vue français, le fait que des juges ne soient pas élus, ça ne pose pas a priori de difficulté parce qu'en France, on ne connaît pas le système de l'élection des juges. D'accord ? Alors, en revanche, au niveau européen, les questions se posent de manière différente parce que précisément, c'est une juridiction internationale et donc pétrie de cultures différentes et pas seulement de la culture française. Mais là encore, si l'on réfléchit au niveau européen, la tendance générale n'est pas celle de l'élection des juges. En réalité, c'est quelque chose que l'on trouve surtout aux États-Unis. Donc même au niveau européen, c'est-à-dire
au-delà de la France, véritablement la question de l'élection des juges, à mon sens, ne se pose pas de manière sérieuse. Ce qui ne veut pas dire que ne se pose pas la question de la légitimité démocratique. Alors justement, cette question de légitimité, vous disiez tout à l'heure, Laure, qu'on a une méconnaissance du mode de sélection des juges au niveau européen. On sait qu'en France, un juge, il a fait l'ENM, l'École nationale des magistratures, qu'il a une indépendance, etc., ne serait-ce que par son raisonnement, sa formation. Est-ce qu'on a la même chose au niveau européen ? Qu'est-ce qui fonde cette légitimité des juges, ou en tout cas par leur mode de sélection ? Oui, d'ailleurs, pour préciser un peu ce que j'ai dit et pour revenir un peu sur votre idée concernant l'élection des juges, c'est vrai qu'il y a une institution au niveau européen qui prône une élection des juges. Bien évidemment, vous savez de qui il s'agit du Parlement européen. Le Parlement européen n'a de cesse, depuis une trentaine d'années, de revendiquer le droit de choisir les juges et donc, d'une certaine manière, indirectement de les élire. D'accord. Et il a finalement, alors il n'a pas obtenu gain de cause, mais il a obtenu quelque chose avec le traité de Lisbonne, puisque finalement il participe à la désignation des membres d'un comité d'experts qui existe donc depuis 2010, lequel comité a la charge de vérifier si les candidatures proposées par les différents États remplissent les conditions pour exercer la fonction de juge, conditions d'indépendance et conditions de compétence. Donc c'est-à-dire que les juges, pour pouvoir être nommés à la Cour de justice, doivent passer d'abord par le filtre de ce comité d'experts qui vont vérifier ces critères. Est-ce qu'il y a des juges qui ne réussissent pas l'exercice, des candidats en tout cas qui sont rejetés par ce comité d'experts ? Oui, tout à fait. Je précise que l'introduction de ce comité d'experts est quelque chose qui est passé relativement inaperçu au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. On s'est concentré sur d'autres réformes du type la création d'un président pour l'Union européenne, voilà, ça fait partie, ou le nouveau ministre des Affaires étrangères. Mais en réalité, cette réforme qui a été un petit peu plus discrète est extrêmement importante parce que avant l'existence de ce comité, très clairement, chaque État, chaque gouvernement proposait un candidat qui ensuite était désigné à l'unanimité par les représentants des autres gouvernements. Et bien évidemment, aucun n'allait s'aventurer à rejeter une candidature de peur ensuite de mesures de rétorsion à la nomination suivante. Alors, pardon, je vous coupe Laure, mais du coup on comprend quand même que les gouvernements ont un poids quand même assez significatif dans la sélection de ces juges-là, même s'ils passent par ce comité d'experts. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas reprocher aux juges de la Cour de justice d'être un petit peu politisés du coup ? Ou est-ce que le raisonnement est vraiment fondé sur le droit ? Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des... il faut distinguer le niveau national et le niveau européen. Au niveau national, donc c'est-à-dire quand chaque gouvernement doit désigner son candidat, parce qu'en réalité il n'en désigne qu'un seul, qui là diffère de la Cour européenne des droits de l'homme parce que les États proposent trois candidats. Là, ça dépend en réalité des différents États. C'est-à-dire que, par exemple, en France, le processus est peu transparent, peu démocratique, peu compétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'appel à candidature. Donc, on peut dire, pour simplifier, parce qu'il y a quand même quelques petites étapes de filtre, la nomination est assez politique parce que, justement, secrète, finalement, ça se décide entre le Premier ministre, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, la désignation est politique. Dans d'autres États, notamment au Royaume-Uni qui faisait figure de modèle, mais son modèle a été exporté, la désignation est beaucoup moins politique parce que justement, davantage transparent, donc c'est-à-dire qu'on va faire un appel à candidature et s'assurer que ce sont bien les meilleurs qui sont ensuite auditionnés et dont là, ce seront des experts qui vont vérifier si tel ou tel candidat est apte à être proposé par le Royaume-Uni pour exercer la fonction de juge ou d'avocat général. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors peut-être qu'on tombe un petit peu dans la sociologie peut-être un peu plus politique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le fait que la France, les modalités de désignation soient si politiques, et le fait que ce soit essentiellement en France qu'on critique le caractère politique de ces juges européens ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux peut-être ? Un lien entre quoi et quoi, pardon ? Entre le fait qu'en France, la désignation est très politisée, oui. En tout cas très politique, et que ça soit surtout en France qu'on critique
la Cour de justice pour être trop politique ? Alors, je ne pense pas que la critique d'une cour trop politique vienne principalement de la France. Je pense qu'elle vient de tous les détracteurs de la Cour, où qu'ils soient. Je pense qu'en ce moment, en Pologne, en Hongrie, mais ça a été le cas aussi en Italie, il y a eu des exemples même en Allemagne, au-delà de l'affaire sur la Banque Centrale Européenne, quand toute la jurisprudence sur l'application du principe de non-discrimination en fonction de l'âge, qui a finalement, cette jurisprudence qui a permis ou poussé l'Allemagne à modifier sa réglementation de droit du travail, à ce moment-là, il y avait énormément de critiques formées à l'encontre de la Cour, et parmi ces critiques, on pouvait parler d'un rôle excessivement politique, et ça revenait en fait à parler du gouvernement des juges. Hein. Donc, je pense que la dénonciation d'un rôle excessivement politique de la Cour de justice et d'un gouvernement des juges dépend en réalité du nombre de critiques qu'on a à lui formuler, et si on est d'accord ou pas avec sa jurisprudence. Ce qui n'empêche pas, à mon avis, il ne faut pas non plus s'empêcher de critiquer la Cour. Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, plus on octroie de pouvoir aussi à l'Union européenne, plus la Cour de justice de l'Union elle-même a du pouvoir, hein, forcément, c'est proportionnel, on peut dire, et donc plus elle va être soumise à la critique, j'imagine. Donc est-ce que le pouvoir de la Cour n'est pas aussi donc, proportionnel à toutes ces compétences qu'on transfère à l'Union européenne ? Tout à fait, oui. J'ai peu de choses à ajouter, c'est-à-dire, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, dans l'introduction sur la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'en réalité, souvent, les critiques, je parle des critiques virulentes et parfois un peu de mauvaise foi contre la Cour, en réalité, ne font pas le distinguo entre la Cour et l'Union européenne. Donc en réalité, on va s'insurger contre une jurisprudence, mais la jurisprudence ne fait que s'appuyer sur les textes existants. Alors l'interprétation sera plus ou moins téléologique, plus ou moins restrictive. Certes, oui, là les juges ont une marge et exercent cette marge d'appréciation. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Laure Clément-Wiltz, donc je rappelle, professeur à Paris-Est, Créteil. Voilà, et donc spécialiste de la Cour de justice de l'Union européenne. Je rappelle votre dernier livre, La Cour de justice de l'Union européenne, tout simplement, chez LGDJ, collection Système, qui est sorti tout récemment en 2020. Et maintenant, je crois qu'on va parler, vu qu'on parle de Cour de justice, de gouvernement des juges, en tout cas de juges, la chronique de Tania Rachaud et les droits de l'homme bordel, qui va aujourd'hui nous parler de l'Europe qui protégerait ses juges nationaux. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Anti-mariage gay, mais surpris en plein confinement à Bruxelles avec d'autres hommes en pleine orgie. Joseph Zeyer est ce qu'on peut appeler un eurodéputé hongrois 2 en 1. La révélation de son gangbang clandestin a fait l'effet d'une bombe en Hongrie. Et pour cause, ce pilier du Fidesz, le parti conservateur, est l'un des auteurs de la constitution hongroise qui définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Alors, Tania, c'est quoi exactement le rapport avec votre chronique ? Oui, bon, c'est vrai, le rapport n'est pas évident parce que, je vais plutôt vous parler de juges et de leur protection contre des mises à la retraite anticipées. Mais bon, j'avais envie de démarrer par cet extrait qui concerne donc un député européen hongrois attrapé en plein échange de microbes avec beaucoup de monde, alors que lui, il défend des valeurs traditionnelles, traditionnalistes même et familiales. Enfin, on s'y retrouve quand même puisque mon sujet concerne particulièrement les juges hongrois et polonais. Avec l'arrivée au pouvoir dans ces 2 pays de partis conservateurs, donc le Fidesz hongrois au pouvoir depuis 2010 et le parti Droit et Justice, le PiS, en place depuis 2015 en Pologne. Et ces gouvernements, une fois au pouvoir, ont rapidement décidé qu'il serait plus sage ou plus stratégique que les anciens juges soient renouvelés en les mettant à la retraite plus tôt que prévu. Des lois sont adoptées qui avancent donc l'âge de départ en retraite. Alors, quel est l'objectif ? L'idée est donc de se débarrasser de juges dont l'opinion politique ne serait pas celle du pouvoir en place. Et c'est notamment le cas des juges communistes, en plus accusés de formalisme excessif ralentissant les procédures judiciaires. La Cour de justice de l'Union européenne est venue indiquer pour la Hongrie qu'il s'agit d'une discrimination en raison de l'âge et que la législation adoptée en ce sens n'était donc pas conforme aux droits de l'Union européenne.
En plus, le pouvoir exécutif cherche à prendre le dessus sur le pouvoir judiciaire pour le contrôler, ce qui va à l'encontre du principe d'indépendance de la justice. En Pologne, par exemple, la réforme a permis au ministre de la Justice de cumuler cette fonction avec celle de procureur général. Et autant vous dire que les deux pays en question ne sont pas particulièrement enchantés d'avoir l'Union européenne qui se mêle de leurs choix judiciaires. Et il est vrai d'ailleurs que le lien entre système judiciaire et Union européenne n'est pas évident, mais l'approche adoptée est celle du respect de l'état de droit. Je m'explique. L'Union européenne met l'accent ces dernières années sur le respect de l'état de droit, c'est-à-dire de la soumission de l'État et de ses institutions aux droits mis en place. Et pour que l'état de droit fonctionne correctement, il faut que le pouvoir judiciaire soit indépendant et puisse s'opposer au pouvoir en place. Or, les deux pays s'organisent pour que le pouvoir judiciaire soit muselé. D'ailleurs, de nouvelles décisions de la Cour de justice contre la Pologne et l'indépendance de son Conseil national de la magistrature sont attendues en ce jour d'enregistrement, le 19 janvier 2021, et c'est donc à suivre. Merci beaucoup Tania. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs, ainsi que sur les ondes de radio. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. L'Europe, l'Europe, l'Europe.